Vous avez vu l'épisode 1 de The Last of Us saison 1 et vous cherchez un endroit où aller un petit peu plus loin dans votre visionnage, c'est juste ici. Bonjour à toutes et à tous, ici Mordren et aujourd'hui on fait un décryptage de l'épisode 1 de The Last of Us sur HBO et sur Prime Video en France. C'est parti, il y a beaucoup de choses à dire, je vous donnerai mon avis sur cet épisode en fin de vidéo. Ce premier épisode de The Last of Us frappe par sa façon qu'il a d'amener les nombreuses informations sur le monde dans lequel va se dérouler la série. Il se permet d'ailleurs des ajouts bien sentis par rapport à l'œuvre originale. En cela, la série The Last of Us nous montre immédiatement dès sa première séquence qu'elle ne se contentera pas d'être une bête adaptation. Non, il s'agit ici d'aller plus loin encore, d'approfondir ce monde que les joueurs connaissent déjà, et de rendre plus palpable encore tout ceci pour ceux qui ne connaissent pas encore The Last of Us. J'en veux pour preuve cette toute première séquence où l'on regarde des scientifiques s'intéresser à la potentialité d'épidémies qui pourraient mettre l'humanité à genoux. Dans ce talk show daté de 1968, on entend donc un scientifique nous expliquer que les champignons seraient les mieux à même de faire s'effondrer notre civilisation, notamment par la capacité de certains, dont le Cordyceps, à faire perdre tout contrôle à l'être humain et à se surdévelopper au point de renverser l'ordre établi. Tout ceci n'est pas présent dans le jeu et apporte un fond de plausibilité scientifique, ainsi qu'une manière de nous expliquer immédiatement quel est le danger sans pour autant nous le montrer tout de suite. On note d'ailleurs que la notion d'effondrement de la société par la pandémie est intimement liée au réchauffement climatique dans le discours de ce scientifique, deux thématiques que l'on connaît bien sûr que trop bien en 2023. La série commence véritablement en 2003, chose intéressante car les créateurs ont décidé d'avancer le début de l'intrigue de 10 ans. Dans le jeu, cette séquence se déroule en 2013 et l'action du reste 20 ans plus tard, soit 2033. La série fait le choix de décaler le tout pour que les événements qui s'y déroulent aient lieu en 2023. Ce n'est pas une différence majeure, mais je voulais la soulever puisque ça permet aussi d'avoir une proximité avec ce que l'on vit, nous, dans notre vraie vie. Comme au début de The Last of Us, le jeu, la série utilise le prisme de Sarah, la fille de Joel. Il s'agit d'ailleurs de l'anniversaire de Joel et la jeune fille a à cœur de marquer le coup en lui offrant sa montre qu'elle a fait réparer. Cette montre a déjà une importance symbolique pour Joel, comme on peut le voir lorsque Sarah lui offre, mais elle en aura d'autant plus dans la suite de l'épisode, lorsqu'on la verra cassée à son poignet, et on imagine bien que celle-ci a été cassée au moment de la mort de Sarah, peu après ce jour-là. Car oui, le jour des 36 ans de Joel marque aussi le début de l'effondrement, la série dissémine d'ailleurs plusieurs signes avant-coureurs un peu partout dans la première demi-heure de l'épisode 1, la présence des secours un peu partout sans grande raison, ce quincaillier forcé à fermer boutique en plein après-midi par sa femme, cette vieille dame qui convulse dans le flou d'arrière-plan tandis que son chien semble interloqué, puis ce jeune homme dans la salle de classe qui a la main qui convulse un petit peu. Autant de signes qui visent à nous faire comprendre que quelque chose ne tourne pas rond. C'est le moment pour moi de vous rappeler que si vous appréciez cette vidéo, c'est toujours un plaisir d'avoir un petit pouce en l'air, un petit commentaire et un abonnement. Vous pouvez aussi partager cette vidéo avec vos proches si vous pensez que cette vidéo pourrait leur plaire. Vous pouvez aussi me soutenir en me suivant sur les différents réseaux sociaux et en me donnant quelques deniers sur ma page Utip ou en devenant membre de cette chaîne YouTube. Vous pouvez enfin écouter mon podcast Pop Tier, tous les liens sont dans la description. Allez, c'est parti pour le reste de la vidéo. C'est encore une fois à travers la perspective de Sarah que l'on vit les premiers temps de la chute de l'humanité face à l'infection. Dans une séquence tout à fait digne d'un film d'horreur style zombie, elle découvre que la petite vieille n'est plus tout à fait elle-même. Fort heureusement, Sarah est sauvée à point nommé par Joel et son frère Tommy, qui décident de partir en voiture le plus loin possible. On note d'ores et déjà qu'il n'est désormais plus question de solidarité quand il s'agit de protéger sa fille. Joel tue la vieille infectée et refuse de s'arrêter pour aider une famille en détresse. Il n'y a désormais plus qu'une seule chose qui compte, la survie de sa fille. C'est un trait de sa personnalité qui sera évidemment extrêmement important pour la suite. D'autant qu'il perd sa fille quelques secondes plus tard, après une course-poursuite en voiture, puis à pied, extrêmement proche de celle qu'on a pu voir dans le jeu original. On en profite d'ailleurs pour découvrir ce dont sont capables les infectés de The Last of Us, qui sont d'un type zombie rapide comme dans 28 jours plus tard par exemple. J'adore le fait qu'on voit assez peu d'infectés dans cet épisode 1, mais qu'à chaque fois qu'ils apparaissent, ils sont terrifiants. La première infectée n'est autre qu'une vieillarde qu'on avait vue en fauteuil roulant précédemment et qui, une fois infectée, devient une véritable machine à tuer. Il y a un côté très contradictoire qui fonctionne bien dans le sens où l'infection la répare, entre guillemets, mais fait d'elle une véritable bête. De même, lorsque Joel et Sarah sont poursuivis par un infecté dans la petite ville, on voit bien qu'il est extrêmement rapide et terriblement agressif. Voilà qui promet donc pour la suite. Et enfin, on voit un claqueur mort qui s'est complètement intégré à un mur en 2023. Bien qu'ils soient peu nombreux dans l'épisode 1, ces infectés pèsent déjà sur la série et donnent déjà une bonne idée du danger encouru par les personnages.
En tout état de cause, la grande scène de ce premier épisode, c'est bien sûr la claque narrative représentée par la mort de Sarah dans les bras de son père Joel. C'est un soldat qui, obéissant aux ordres de ses commandants, tire sur Joel et sa fille. Si le père s'en sort simplement égratigné, Sarah, elle, meurt peu après dans ses bras. Comme dans le jeu, la scène est absolument déchirante et m'a fait venir des larmes quand bien même je l'ai déjà vue 3 fois à chaque fois que j'ai relancé le jeu. Ce qui est notable avec cette scène, c'est qu'elle met déjà en place le sujet de la série et des jeux. L'humanité est le péril le plus important dans cet univers. Elle montre également que les personnages, même les plus principaux, peuvent être touchés par la mort. En d'autres termes, le jeu de Last of Us, et donc la série, nous montre que tout le monde est en danger et qu'il n'y aura pas d'armure de scénario. De fait, cette scène est parfaitement réussie, je trouve. J'en profite d'ailleurs pour saluer ici bien sûr la performance d'acteur de Pedro Pascal, qui fait un Joel extrêmement convaincant pour la série. Quelle scène et quelle claque! I know. Tommy, help me! Joe. Après une demi-heure de prologue entre la séquence des scientifiques et celle de la fin du monde, nous voilà donc arrivés en 2023, la période que l'on va le plus côtoyer dans la série. Toute la fin de l'épisode est dédiée à nous faire découvrir le monde dans lequel Joel et les autres personnages évoluent, et il s'agit à n'en pas douter d'un monde d'une grande brutalité comme nous le montre la toute première scène d'introduction où un enfant est recueilli dans la zone de quarantaine avant d'être euthanasié car positif à l'infection cordyceps. Voilà donc à quoi on est rendu le reste de l'humanité, se terrer derrière des murs protégés par une milice tyrannique qui contrôle tous leurs faits et gestes. Dans les rues, on peut voir les corps pendus de ceux qui tentent de passer au-delà des murs, on s'échange bonne faveur contre des tickets de rationnement et autres cigarettes, tout ceci fait bien sûr penser à une sorte de ghetto où la loi du plus fort l'emporte. On découvre également les forces en présence, à savoir les civils, les soldats de la FEDRA, l'agence fédérale de réponse aux catastrophes, soit l'armée, pour faire simple, et enfin les Lucioles. Il s'agit d'un groupe de rebelles qui souhaitent mettre à bas le joug tyrannique de l'armée, on les voit employer des tactiques de guérilla utilisant des bombes mais aussi des tireurs embusqués. C'est dans ce contexte que l'on retrouve Joel, qui semble fort porté sur la consommation d'alcool combinée à celle de médicaments non identifiés. Car à l'image de sa montre cassée au moment de la mort de Sarah, Joel semble lui aussi brisé en tant qu'homme. Bien que sûr de lui, il paraît fermé aux autres, même à Tess qu'il côtoie. Sa vie se résume au job officiel qu'il accepte pour se nourrir et aux missions peu recommandables qu'on le voit remplir au sein de la zone de quarantaine, et à la fin de l'épisode on comprend qu'il souffre de stress post-traumatique. C'est l'objet de ce parallèle de plan entre le moment où un soldat l'a tenu lui et sa fille en joue, et ce moment à la fin de l'épisode 1 où un soldat le tient en joue ainsi qu'Ellie. Il tue l'homme qui les menace à coups de poing dans un accès d'ultra-violence. Le parallèle est intéressant dans cette séquence car il met immédiatement en symétrie la situation de Sarah et celle d'Ellie, pourtant bien moins proche de Joel à ce stade de l'histoire. D'ores et déjà, le lien entre Ellie et Joel existe, bien qu'il ne puisse pas encore le reconnaître. On note d'ailleurs que la série justifie correctement le fait que Tess et Joel partent au-delà de la zone de quarantaine avec Ellie, alors qu'ils sont pas forcément fans de l'idée. En effet, ce départ de la zone de sécurité leur permettra de se porter au secours de Tommy, le frère de Joel. Celui-ci le sort d'ailleurs d'une mauvaise passe au début de l'épisode, avant le time jump. On comprend donc que la relation entre les deux frères est extrêmement importante pour Joel, et ce même s'il semble s'être éloigné comme on l'entend dire par Marlène. L'épisode 1 est également notre première introduction au personnage d'Ellie, jeune femme qui montre régulièrement qu'elle est une forte tête, même lorsqu'elle est emprisonnée chez les Lucioles. On comprend vite, par l'intermédiaire de Marlène, la chef des Lucioles, qu'Ellie est un personnage tout à fait capital. On en aura la confirmation à la fin de l'épisode, Ellie est immunisée à l'infection cordyceps, ce qui fait d'elle un atout principal pour les Lucioles qui rêvent de trouver un remède. D'ores et déjà, les enjeux gravitants autour d'Ellie sont bien plus importants et lourds que sa simple survie. Il faut aussi parler de la dynamique entre Joel et Ellie qui naît dans cet épisode 1. On voit bien l'inimitié entre les deux personnages dans leur toute première rencontre, mais aussi leurs autres interactions. Joel n'a que faire de cette gamine et Ellie le traite carrément de connard. D'ailleurs, on peut noter que Pedro Pascal et Bella Ramsey s'en donnent à cœur joie dans ces séquences. Je remarque par ailleurs une micro-scène qui m'a frappé, lorsqu'Ellie plaisante sur le poste de radio face à Joel et que lui marche à fond sans comprendre l'ironie. C'est exactement ce que fait Joel face à sa fille Sarah lorsqu'elle lui offre la montre pour son anniversaire. À nouveau, on voit un effet de symétrie où les rôles sont cette fois inversés. C'est Ellie qui fait marcher Joel, là où il faisait marcher sa fille. Autre chose au sujet d'Ellie et Joel, c'est quelque chose que Craig Mazin mentionne dans le making-of de l'épisode 1, il y a quelque chose d'assez malsain dans la façon qu'a Ellie de regarder Joel massacrer un autre homme. Je cite, « Joel oublie que la fille derrière lui n'est pas sa fille, son instinct primaire s'empare de lui. » La chose la plus remarquable de ce moment, c'est que quand Ellie le regarde massacrer un homme à mort, il y a quelque chose qui s'active en elle. Ce qui est une inversion fondamentale de ce qui se passe avec Sarah lorsque Joel tue l'infecté face à elle. Ellie ne pleure pas, elle aime ça, elle aime l'idée que quelqu'un la défende comme ça, et elle aime
l'idée que ce mec soit puni. C'est là qu'on commence à voir le problème mais aussi leur lien. Ces deux-là sont faits pour être ensemble, mais attention. Fin de citation. Au final, on a eu pour l'instant très peu de scènes entre Ellie et Joel, mais celles-ci racontent déjà énormément de choses à leur sujet. Ça donne évidemment confiance pour la suite, car si tout est aussi bien travaillé dans la suite de la série, je sens qu'on va bien s'amuser à découvrir ou redécouvrir cette relation entre Joel et Ellie. Je vais conclure cette vidéo avec mon avis personnel sur l'épisode 1 de The Last of Us. Je trouve que c'est un très très bon épisode 1, qui réussit à nous donner exactement les bonnes informations pour la suite, tout en nous donnant envie d'en voir plus. J'ai été personnellement impressionné par la qualité des décors et des effets spéciaux qui donnent d'ores et déjà le souffle et l'échelle de cet univers post-apocalyptique. Les performances d'acteurs sont aussi à saluer, que ce soit bien sûr par la puissance de Pedro Pascal sur cette scène de la mort de Sarah, mais aussi dans la subtilité des émotions qu'il peut transmettre par la suite. J'ai aussi bien apprécié la partition de Bella Ramsey qui fait une Ellie très convaincante à mon sens, il me tarde de la voir plus dans le rôle. J'ai particulièrement aimé les ajouts apportés par la série à l'univers du jeu, le médium permet d'utiliser des perspectives différentes comme celle de Marlène ou de Tess, là où le jeu est la plupart du temps focalisé sur Joel. Cela permet de nous transmettre de nouvelles informations, ce qui est très appréciable. J'ai parlé des différences bienvenues, mais il y a aussi un respect assez impressionnant du matériau original jusqu'à certains micro-détails. On peut penser par exemple au t-shirt de Sarah, qui est le même que dans le jeu, mais aussi à des dialogues qui sont exactement les mêmes au mot près, ou bien des plans savamment réorchestrés pour la série. Je suis aussi personnellement ravi que Gustavo Santaolalla, compositeur des deux jeux, travaille sur la série. Il y reprend d'ailleurs son thème principal qui me donne toujours des frissons. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on sent qu'il y a un véritable travail d'adaptation, on garde ce qui marchait déjà dans le jeu, on place bien sûr des références à l'original, mais sans jamais laisser les néophytes sur le carreau, et on adapte, on ajoute pour les besoins de la série, c'est franchement impeccable. On note aussi que la série n'a pas recours systématiquement à la violence, qui est une très bonne chose, car lorsqu'elle survient, elle a vraiment plus d'impact. Pour toutes ces raisons, je trouve que ce premier épisode est tout simplement magistral, toutes les bases sont posées pour faire de cette série un succès. Si les 8 autres épisodes de la saison 1 sont de cette qualité, on va très clairement se régaler tout au long de la saison. Voilà pour ce premier décryptage de la saison 1 de The Last of Us épisode 1, c'était vraiment très cool. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce premier épisode? Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Dites-le moi dans les commentaires bien sûr. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en vous abonnant, en laissant un petit pouce en l'air, un commentaire, en me suivant sur les réseaux sociaux, et si vous souhaitez me soutenir financièrement, vous pouvez le faire sur Utip, puisque YouTube ne me rémunère très clairement pas beaucoup, donc si vous voulez pérenniser mon activité sur YouTube, c'est plutôt sur Utip ou en devenant membre de cette chaîne YouTube qu'il faut le faire. N'hésitez pas également à écouter mon podcast Pop Tier, tous les liens sont dans la description. D'ici là, prochaine fois, on se retrouve sur les réseaux sociaux, et puis d'ici là, portez-vous bien, à très bientôt tout le monde, salut à tous.